Ensuite, question 5 et 6, alors ça c'est intéressant. Là on rentre dans le vif du sujet. Puisque, déjà, assez intéressant, il faut montrer que 1 sur n fois la somme des k égale à 0 jusqu'à n, ça tend vers AB. Donc AB, c'est A et B, c'est les limites respectives de AK et de BK. Ok, donc là la petite intuition qu'il y a, c'est qu'en fait on voit que pour les termes qui sont proches de... pour quand K est proche de 0 en gros, on va avoir genre A0, BN. Ok. Et du coup, ça on s'en fout. Mais en gros, ce truc là il va être relativement proche de B. Quand N augmente, les BN vont être de plus en plus proches de B. Ok. Et du coup je vais me retrouver à sommer A1, BN-1, tu vois. Et ça aussi ça va être relativement proche de B, tu vois. Et etc. etc. Donc en gros, au début des termes, au début de la somme, c'est vraiment à peu près, mais c'est l'intuition qu'il y a. Au début de la somme, je somme plein de termes qui sont relativement proches de B. Et pareil à la fin, sauf qu'à la fin, ça va être les A qui vont être relativement proches de A. Ok. Et du coup, au final, donc là, à chaque fois, il y a des petites erreurs qui s'accumulent, parce que c'est A0, A0, ça se trouve, c'est pas du tout A. A1 non plus, etc. Et puis à la fin de la somme, pareil, quand j'ai AN-2, B2, bon ce B ça se trouve il est pas du tout proche de B. Mais en gros le truc c'est que comme on prend la moyenne de tout ça parce qu'on divise par N, et bah au final on va se retrouver bien avec AB. Donc comment on montre ça? Bon bah c'est évidemment un truc avec l'epsilon, hein. On peut pas trouver direct un truc comme ça. Donc on va tout simplement comparer. Alors déjà on va prendre, là on a 1 sur N. Dans la question il y a 1 sur N. Mais le problème c'est qu'ici il y a N plus 1 terme. Et du coup moi j'ai envie de prendre un N plus 1 pour pouvoir faire rentrer, vous allez voir, AK, BN-K. J'ai envie de faire rentrer mon AB dans ma somme. Et du coup il me faut ici un N plus 1. Donc ça consiste à tout simplement multiplier par N plus 1 et on divise par N plus 1. Ok. Là je vois une division par N plus 1, donc je factorise, nickel. Tac. Et là je vois N plus 1, et je vois une somme qui a N plus 1 terme, donc je peux rentrer ça dans ma somme. Et voilà. Voilà, et là c'est excellent. Donc là on va pas le faire brut de pomme. On va essayer de mettre un petit intermédiaire. Donc la technique du plus 1 moins 1. La fameuse technique du plus 1 moins 1. En gros, on va rajouter, enfin on va enlever A Bn-K. Comme ça, là je vais pouvoir factoriser par Bn-K et je vais pouvoir avoir AK-A. Donc là, c'est ce que je veux, c'est en fait je veux comparer AK et A. Parce que je sais que AK-A, ça va tendre vers 0. Et du coup, évidemment, il faut que je rajoute A Bn-K. Et là c'est parfait parce que du coup j'ai une factorisation, enfin je peux factoriser par A et je vais avoir Bn-K moins B, donc je vais pouvoir les comparer. Donc quand j'applique l'inégalité, enfin la valeur absolue ici, j'ai une petite inégalité triangulaire qui apparaît. Ok. Je vais pouvoir faire rentrer mes termes là-dedans. Je vais pouvoir faire rentrer pardon, mes deux valeurs absolues là-dedans. Donc notre différence de base par inégalité triangulaire elle est plus petite que ce truc là. Et encore une fois j'applique mon inégalité triangulaire sur ça et sur ça. Et là paf, je me retrouve avec quelque chose de bien plus vraiment bien plus sympa à étudier. C'est vraiment voilà. Ça rend beaucoup mieux. Donc le premier truc, je peux factoriser par Bn-K. Du coup je vais avoir ce truc là, AK-A. Ok. Et le deuxième, je vais factoriser par A. Et je vais avoir Bn-K moins B. Ok. Donc là déjà c'est pas mal. Ok. Et on sent qu'on est sur la bonne piste parce que, alors évidemment c'est pas aussi simple que ça, hein, quand on est en concours et tout. Genre t'as le stress et tout, bon, ok.
Mais en vrai là on peut voir que ça va relativement bien s'agencer, parce que là j'ai une comparaison avec A, K et A. J'ai une comparaison avec Bn-K et B. Donc maintenant il faut juste que je montre que ces deux termes là ils vont être négligeables, et du coup je montre que ma différence tend vers 0. Donc l'objectif ici, hein, évidemment, c'est de montrer que ma différence, à la base, sera plus petite que epsilon à partir d'un certain rang, si je choisis un epsilon plus grand que 0. Okay. Et juste à remarquer que je peux avoir un epsilon fois un certain multiple, genre, alors je vais pas l'appeler n parce que ce serait con de l'appeler n, mais genre d'avoir genre, je sais pas, une constante c. On peut avoir n'importe quoi ici, du moment que c'est une constante qui dépend pas de n, on s'en fout en fait. Donc du coup je vais réécrire ma différence plus petite que... Ok, donc là j'ai ça. Et donc là maintenant ça va être le moment de choisir, de drop un epsilon. Donc je drop un petit epsilon. Ok, donc là par définition de mes suites, il existe un NA par exemple, à partir duquel AN moins A est plus petit qu'epsilon. Ok, pour tous les n plus grands que A, NA pardon. Et pareil pour NB. Ok. Donc si je prends le maximum des deux, ok, il existe N0 qui est égal au maximum des NA, NB, et qui vérifie pour tout n plus grand que N0. J'ai donc n plus grand ou égal à N0 implique que du coup n plus grand ou égal à NA, parce que c'est le maximum, donc plus grand que NA, et du coup AN va être proche de A à epsilon près. Et même la même manière pour BN. Ok, donc ça c'est nickel. Je vais l'appeler BN0, pardon, je vais l'appeler N0, et du coup on va vraiment exclusivement s'attarder sur ça. On va pas s'embêter avec NA et NB, on prend juste un rang à partir duquel les deux suites sont assez proches de leur limite. Ok, donc là j'ai ça, et du coup la fameuse technique de la question 1 de tout à l'heure que j'ai vraiment skip très rapidement, c'est de séparer la somme en deux. Donc la première, on va la séparer de 0 à n0 moins 1. Puis ensuite, là ça va marcher du coup. Je vais avoir à partir de n0, je vais avoir ma suite ak-a qui va être relativement proche de epsilon. Donc là on peut directement mettre une égalité, tac, petite égalité, plus petit que epsilon. Et pareil pour ma deuxième suite, sauf que ma deuxième suite je vais pas la couper à n0, je vais la couper à n-0. Donc là je me retrouve avec 4 termes. Et du coup l'avantage, pourquoi je suis allé jusqu'à n-n0, parce que là ici j'ai bn-k, j'ai pas bk, j'ai bn-k. Du coup quand j'ai k plus petit que n-n0, j'ai moins k plus grand que n0 moins n, et du coup n moins k est plus grand que n0. Et du coup c'est parfait, parce que là ça veut dire qu'à partir de ce rang là, ma suite est assez proche de epsilon. Donc en gros ça correspond au terme qui était, quand je disais tout à l'heure, je parlais du début de la somme, donc ça correspond au début de la somme. Du coup ça va être assez proche de epsilon. Tac, nickel. Ok. Et ensuite là ici il me reste, donc là j'ai mon epsilon, nickel. Le problème c'est que ça dépend encore de n, et ici j'ai deux autres termes qui sont pas du tout en epsilon. Et du coup c'est assez relou. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que j'ai plus envie que ça dépende de n. Donc là au pire je vais dire bn-k ça va être plus petit que le maximum de bn. Donc je vais majorer ce truc là par maximum des bj. Ok. Voilà. Lui pareil, je vais dire maximum des bj, il va dégager. Donc en gros l'intérêt c'est vraiment que là
je peux prendre le truc, la majoration la plus large possible, puisque dans tous les cas, mon n mes n qui sont devant, ils vont pouvoir vraiment diminuer autant que je veux la quantité, et donc ils vont vraiment carry. Donc là je vais prendre maximum de aj-a. Et en fait là on bénéficie du fait que c'est une suite, donc elle se comporte très bien et je peux complètement prendre son maximum, puisque elle va être bornée. Puisque comme elle converge, elle est bornée, du coup je peux complètement prendre son maximum. Donc ça c'est parfait. Là c'est bon, c'est déjà une constante, donc c'est parfait. Et là je vais réécrire maximum. J'ai rien qui dépend de k dans mes sommes, donc je vais pouvoir simplifier mes sommes. Ok. Donc voilà, donc là du coup je remplace mes petites sommes par voilà. Je remplace mes petites sommes par leur valeur directe. Et donc là, il va juste falloir que donc à la limite je vais majorer ça. Je vais dire que n-n0 plus 1 sur n plus 1 c'est plus petit que 1. Comme ça dépend plus du tout de n. Nickel. Donc là j'ai 1. Pareil ici je vais avoir la même chose. En fait c'est super symétrique, hein. Cette démonstration elle est très très symétrique. En même temps on part d'un truc qui est à la base très symétrique, donc pour ça. Tac. Et ensuite ici il va falloir que donc là j'ai pas de epsilon, donc il va falloir que je choisisse un n qui est assez grand pour que ça passe en dessous d'un certain seuil. Ok, donc c'est nickel, puisque bon, pour lui je peux choisir un n1 qui vérifie que c'est plus petit que epsilon. Et de la même manière pour lui, comme il n'y a que ce terme là qui dépend de epsilon, il n'y a vraiment que ces termes là qui dépendent de epsilon, du coup je peux choisir un n2 qui vérifie tout le bordel est plus petit que epsilon. Okay. Il suffit juste que j'isole mon n dans mon inégalité, c'est facile parce qu'il n'y en a qu'un, et je dis à partir de ce rang là, paf, ça marche. Ok. Et du coup c'est nickel, parce que le tout ça là, ça va être plus petit que un certain epsilon pour lui. Puis ensuite lui je vais ajouter donc plus a fois epsilon. Lui ça va être maximum. Donc ça va être une bricole en gros. On s'en fout. Tac, epsilon. Ça va être une constante quoi. Et pareil ce truc là ça va être plus petit que epsilon. Et voilà. Et du coup là j'ai bien une constante fois epsilon. Une constante qui dépend plus de n évidemment, parce que si j'avais genre n epsilon, bon ça serait un peu la merde. Mais là c'est vraiment une constante qui dépend plus de epsilon, enfin plus de n, etc. Du coup la conclusion en fait c'est que ma différence à la base tend vers 0. Donc je réécris juste le truc est plus petit que epsilon fois une constante APCR. Donc ça veut dire que 1 sur n plus 1 fois la somme ça veut dire que ma somme tend vers AB. Et du coup ensuite il faut juste conclure en disant que là j'ai n plus 1, j'ai pas n. Donc si on veut choper n, il suffit juste de multiplier par n plus 1 sur n. D'accord. Ça va tendre vers 1. Et du coup c'est nickel, ça change pas le résultat. Et donc du coup, paf, paf, j'ai 1 sur n qui tend vers AB. Voilà. Enfin, 1 sur n fois le truc qui tend vers AB. Voilà, ça c'est la question... la première question qui est quand même assez longue, parce que bon voilà quoi, il faut quand même faire pas mal de majoration et tout. Et en fait il faut surtout voir que même si on prend la majoration la plus large, parce que à chaque fois j'ai pris le maximum, donc on pourrait se dire ça se trouve la majoration elle va être tellement grande que ça va plus être assez petit quoi. À la fin je veux quand même un truc qui est relativement petit. Mais en fait ça marche complètement, genre même si je prends la plus grande majoration possible, je me retrouve avec une constante à la fin, et du coup c'est nickel. Ok, donc ça c'est une petite strat à retenir si vous voulez.
c'est que vraiment dans les preuves avec l'epsilon, vous pouvez souvent prendre, si vous avez une suite qui converge, elle est bornée, et du coup vous pouvez prendre des maximums comme ça vous chante. Et ensuite la question 6, c'est beaucoup plus compliqué, enfin c'est pas beaucoup plus compliqué, mais en fait c'est très calculatoire. Donc là ils ont écrit Cauchy, c'est pas vraiment le produit de Cauchy. Normalement le produit de Cauchy c'est juste Cn, donc en gros Cn qui va être, si on écrit CK, ça va être CK qui est égal à la somme des J de 0 à K de petit Cj. Et donc Cj c'est le truc qu'on a vu ici, c'est la sorte de somme, c'est juste sans le n, mais voilà c'est ça. Voilà, et donc ça normalement c'est le produit Cauchy, et ce produit là converge vers le produit des deux séries, mais sous hypothèse de convergence absolue. C'est ça la différence, c'est que ici on sait juste que les séries sont convergentes mais pas absolument convergentes, et par exemple il existe des cas, des contre-exemples, avec par exemple an égale bn égale moins 1 puissance n sur racine de n, et ce cas là par exemple, ça vérifie, en fait elles sont convergentes les deux séries, mais quand on calcule leur produit de Cauchy ça ne converge pas du tout. Du coup c'est à savoir, si vous voulez utiliser le produit de Cauchy, vraiment vérifier l'hypothèse de la convergence absolue. Et il y a même un théorème qui améliore le truc en disant qu'il suffit que l'une des deux soit absolument convergente pour que ça fonctionne. Mais bon, du coup ici on se doute que on va pas pouvoir juste dire Cn tend vers AB et puis ensuite par ces arrows ça tend vers AB. Okay, parce que là on a exactement ces arrows en fait. Si on arrivait à montrer que Cn tend vers AB, on prend juste la moyenne arithmétique et on dit ça tend vers AB. Mais comme je l'ai dit, là il y a des cas où ça marche pas. Et du coup il faut pas considérer juste Cn, il faut vraiment considérer la somme des CK. Mais le problème en faisant ça, c'est que on se retrouve avec une triple somme qui est horrible, hein. Parce que du coup on se retrouve avec ça. On a 1 sur n fois la somme des tac comme ça là, j égale à 0 jusqu'à k, p égale à 0 jusqu'à j de ap bj moins p. Voilà, on se retrouve avec une triple somme. Il faut montrer que cette merde là ça tend vers AB. Bon, c'est pas super sexy quoi. La strat, je sais pas s'il y a d'autres strats. En gros, ce que j'ai fait pour trouver le truc, c'est genre j'ai testé différentes. J'ai eu du bol parce que j'ai trouvé direct j'ai direct inversé et trouvé le bon agencement. En gros, on a KJP. Il faut juste savoir dans quel ordre on inverse. Donc on sait que on part de cet ordre-là. On peut par exemple avoir PKJ, ou alors PJK, ou alors bon, que sais-je. On peut avoir plein de trucs. Le problème c'est que du coup on n'a pas trop le temps de tester tous les trucs. Il se trouve que, alors on peut, enfin une seule réponse ne marche, enfin il n'y a pas qu'une seule solution. On peut partir de différents trucs et puis ensuite on réarrange et tout. Mais bon. En gros, il me semble que je suis parti de PKJ. Il me semble que c'est ça la réponse, c'est PKJ. Donc en gros on va tout simplement réécrire 1 sur n fois p égale à 0. Donc là c'est extrêmement pratique d'écrire 0 plus petit que p, plus petit que j, plus petit que k, plus petit que n. Du coup p varie entre 0 et n. Et ensuite c'est soit j soit k. Il me semble que c'est j. Oui c'est k, c'est k. Pareil, k va partir de p jusqu'à n. Et enfin j va partir de p jusqu'à k. Et du coup on a ap bj moins p. Ok. Donc ça va être égal. Là on va pouvoir réécrire p égale à 0 jusqu'à n. K égale à p jusqu'à n. Le ap en vrai on peut le mettre devant parce qu'il dépend juste de p, donc c'est nickel. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une intuition vite fait de dire je vais commencer ma première somme ça va être par rapport à p, parce que moi ça me permet de direct avoir ap, il va pas trop nous saouler dans nos calculs et du coup on va pouvoir peut-être obtenir un truc sympa. Mais en vrai c'est un peu du hasard, hein. Ensuite là on voit que ça commence à p et que ça termine à k, mais là on a j moins p, donc on peut direct, ça revient à commencer à 0 et à terminer à k moins p. Ok. Donc là j'ai bj. Là je me retrouve avec une somme partielle, donc je me dis
pas mal. Je vais avoir BK-P, ok. Ok. Et là en vrai on est quasiment tiré d'affaire. Pareil, là je vois que c'est K-P, que ça commence à P, donc je vais direct faire un changement de variable. Je commence à 0. Voilà, nickel. Et là c'est vraiment bien. Il suffit juste que je fasse une petite interversion des sommes. Et ça va être gagné 1 sur n. Mais en vrai là où c'est vraiment du calcul de bourrin, c'est que comme je l'ai dit, en fait on n'est pas. Rien ne nous dit qu'on doit partir dans l'ordre PKJ. À la base on a KJP. Ça se trouve ça peut être PJK. Enfin bref, c'est vraiment un truc tricky. Donc K est égal à 0. Puis il va s'arrêter à n. Et P est égal à, donc là je vais avoir BK, P va être égal à 0 et il va s'arrêter à n-P. Ouais, il va commencer à n-P. Voilà. Et du coup j'ai ce petit truc là. Alors là en vrai c'est assez dur, enfin je connais la réponse donc c'est pour ça que je l'ai écrit direct. Mais là c'est assez dur d'intervertir les deux sommes parce que j'ai n-P ici. En fait ce qu'il faut vraiment faire normalement c'est genre faire un changement de variable, genre P donne n-P. Là je vais avoir un truc beaucoup plus sympathique en haut de somme, je vais pouvoir intervertir facilement et ensuite je refais P donne n-P. Mais du coup c'est un peu de la perte de temps et puis là on n'est pas dans les calculs, dans la rigueur des calculs quoi. En vrai c'est juste, il faudrait juste que j'écrive 2 lignes de plus mais flemme. Voilà, et du coup là, si vous avez, alors par exemple du coup c'est pas du tout ça, c'est pas du tout P, c'est K, sinon il y a un petit problème. Et du coup ici il suffit juste de conclure 1 sur n fois k égale à 0 jusqu'à n de bk, et là j'ai an-k. Voilà, donc c'est vraiment horrible, genre le truc à la base duquel on est parti, c'est vraiment égal juste à la moyenne en sorte des sommes partielles. C'est vraiment un truc horrible. Et ensuite du coup avec la question d'avant, on conclut, ça tend vers AB. C'est nickel. Voilà, donc sur ce, ça c'était la première partie de Maths C, et c'était la première page de la première partie de Maths C. En fait, en réalité, il existe la page de derrière qui s'appuie sur, qui se concentre sur les réciproques de Maths C, et ça va être dans la prochaine vidéo, parce que là, en vrai, la vidéo elle commence à être assez longue. Donc je me dis découper en deux ça serait pas mal. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la correction de la deuxième partie de la première partie.